Salut la gang! Comme vous pouvez le voir, je sors de mon garage et de ma zone de confort pour me retrouver au complexe Casino Hôtel du Lac-Lémy pour rencontrer Sophie Grégoire, l'ex-femme de l'ancien premier ministre du Canada, Trudeau. Je vous fais ça sans limite. Hey Sophie, je suis content de te recevoir. Moi aussi. Vraiment? Merci. Puis là, tu me sors de ma zone de confort parce qu'on est loin de mon garage. Oui, mais t'es chez vous ici à Gatineau. Chez nous à Gatineau, mais là, on est au complexe de l'hôtel du Casino du Lac-Lémy, qui est incroyablement beau. On est dans la C'est suite immense, hein, présidentielle. Donc, exceptionnellement, on est ici aujourd'hui pour te rencontrer. C'est-tu parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel? Oh mon Dieu, non. Si je me réveillais et que je pensais ça de moi-même le matin, ça irait pas bien. Non, je sais pas quoi répondre à ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime la vie, qui est ancré, qui aime les êtres humains. Je suis une curieuse de nature. Je suis une fille unique, je suis une amoureuse, je suis une sensible. Puis, je veux croquer dans la vie. Je pense que la vie m'a enseigné des leçons hallucinantes qui ont fait que je suis rentrée comme plus crue à l'intérieur de moi-même pour savoir je suis faite de quoi. Parce que moi, je suis juste la petite fille de Sainte-Adèle. Hein? Je viens de là, moi. Toi, tu dis, je sors dans mon garage. Moi, je suis sortie de Sainte-Adèle, tu sais, vers 5 ans. Puis j'ai vécu dans la nature toute mon enfance. Puis après ça, je suis arrivée en ville, puis ma vie s'est déroulée, dérobée d'une autre manière. Mais je suis une fille de nature, puis c'est ça que j'aime le plus. As-tu l'impression qu'à un moment donné, à travers tout ce brouhaha-là, t'es sorti de Sainte-Adèle, mais Sainte-Adèle n'est pas sortie de toi, qu'il y a comme une perte de contrôle à un moment donné? Une perte de contrôle. Une perte de contrôle dans le sens que la vie va vite. Sainte-Adèle, dans la nature. Moi, je viens de la Côte-Nord, un petit village sur la Côte-Nord. Puis quand on sort de la Côte-Nord, tu te rends compte que là, finalement, le train-train quotidien est complètement différent. Je pense que mon système nerveux, je pense que mon corps, en tant que petite fille, parce que j'avais 5 ans, tu sais, il se remémore du rythme que j'avais à Sainte-Adèle dans la nature, puis que je parlais aux écureuils puis au vent parce que je jouais tout le temps toute seule, tu sais. Puis j'étais entourée d'adultes. Puis je pense que oui, quand je suis arrivée en ville, il y a eu un gros changement, comme dans la vie de tout enfant là, qui change d'environnement, tu sais. Mais je pense que l'appel du calme a toujours été en moi. Puis est-ce qu'il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que j'ai perdu le contrôle, ou est-ce que j'étais pas dans mon rythme naturel? Absolument. Je pense que ça arrive à tous les êtres humains sur la planète, là. Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'en être conscient. Parce que la plupart des gens, ils sont pas bien, tu sais, ils sont pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, puis ils savent pas qu'ils vivent pas au bon rythme. Mais on vit dans une société de fous. Ça va trop vite. Ça va trop vite, puis on est en train de pathologiser, de dire, ben ça, c'est une maladie, ça, c'est une autre maladie. Mais notre corps est en train de faire exactement ce qu'il est supposé faire pour nous dire que, eh oh, ça va pas là. Fait que on n'est pas tous malades. On est tous en train d'essayer de s'adapter du mieux qu'on peut à des circonstances de vie, assis devant un ordinateur, pas bouger, pas bien manger, pas bien dormir, être déconnecté de l'autre, puis on en souffre grandement, là. On en souffre grandement. Ça nous rend malades, ça. Ça crée des pathologies. Tout ça, là, tu sais, on parle de spiritualité. C'est-tu parce que, en tout cas, c'est le même que moi je le perçois, là. C'est un peu comme si on était moins des êtres spirituels qu'on l'a déjà été parce que on laisse notre environnement qui prend le dessus. Ton corps te parle, tu sais plus comment lui parler parce que tu n'écoutes pas les signaux. Tu les entends pas, tu les comprends pas. Parce que tout ce que tu as mentionné là, c'est des signes. C'est ton corps qui est en réaction à des stimuli. Puis là, ben, au final, tu les reconnais pas parce qu'on a comme perdu le lexique de comprendre comment on se sent. Et ça finit que c'est l'environnement qui prend le dessus, puis que nous autres, on est juste en réaction à tout ce qui se passe autour de nous autres. Mais tu n'aurais pas pu mieux le décrire. Parce que moi, je perçois, puis ça, c'est pas mon cerveau gauche super intellectuel, logique, qui est en train de... Mais je perçois avec toute mon intuition de femme, de maman, d'enfant du monde, que on est... Puis ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. On n'est pas vraiment un être humain en train de vivre une expérience spirituelle. On est un esprit dans un corps humain. Donc, l'expérience première de c'est quoi de venir miraculeusement à la vie, ça, c'est spirituel en soi. Tu peux croire en n'importe quel Dieu que tu veux, là. C'est pas grave, ça. Mais je pense que quand on s'oublie, quand on devient moins conscient, quand on est tout le temps en réaction par rapport à la vie, puis que, tu sais, on se fait mener par les autres, par l'environnement, par le boulot, par la culture, par tout, tu as raison, on perd notre maison spirituelle. Donc, est-ce que je l'ai déjà perdue? Mais bien sûr. Il faut la perdre pour la retrouver. Puis ça fait mal.
Ça fait mal parce qu'il faut que tu te regardes de plein fouet dans le miroir puis que tu te dises « Wow! Hein, où, là, la petite Sophie, là? » Puis est-ce que l'adulte en elle est en train de prendre soin d'elle? Es-tu consciente de comment tu vis? Puis pourquoi tu souffres? Puis pourquoi tu veux t'en donner au monde? Tu sais, il y a comme une intégrité, il y a comme une cohérence là qui, pour moi, ça, c'est une forme de spiritualité parce que c'est une forme de connexion à la vie. Ben, c'est comme si le lien vient de se refaire. On est spirituel de nature, et là, tout d'un coup, ben, on reconnaît qu'avec notre spiritualité, à quel moment ça s'est produit pour toi? C'est pas un moment, c'est plein de moments. Puis je te dirais que, tu sais, moi, j'enseigne le yoga et la méditation. Des fois, je me retrouve devant une salle de, tu sais, probablement comme toi, là, de 5 personnes ou de 10 000 personnes, tu sais. J'ai eu des opportunités tellement uniques dans ma vie qui m'ont permis de connecter. Puis je te dirais que je retrouve cette spiritualité-là quand je me rapproche de l'autre. C'est comme un acte spirituel de voir que moi, même si on se connaît pas, toi puis moi, du tout, que dans ton cœur, il y a une petite maison pour moi, puis dans mon cœur, il y a une petite maison pour toi. Toi, tu as été policier, tu en as vu des affaires dans ta vie, là. Puis moi, j'ai rencontré des gens qui sont même experts en déshumanisation, qui m'ont dit, Sophie, la haine, ça provient d'un sentiment de connexion, puis d'un désir de connexion qui n'a jamais été assouvi. On est juste des créatures de connexion. On veut juste être aimé puis être aimé. Donc, on est des êtres d'émotion. Tellement. On est des êtres de sensation en premier, parce que le corps, c'est le premier à percevoir l'environnement. Comme là, tu sais, comme si je te demandais, là, quand je suis venue m'asseoir ici, c'est quoi la première chose que tu as remarqué? Est-ce que tu saurais quoi répondre? Dis pas mes cheveux, là. Honnêtement, il n'y a rien qui me vient en tête. Bien, c'est mes expressions faciales. Ah. L'être humain saisit les expressions faciales de l'autre en 1/100e de milliseconde. Puis on a un radar qui est tout le temps on. C'est comme on n'est pas conscient de ça. Là. Ça, c'est une des choses qui se fait naturellement, comme respirer. Hein? On est respiré. On n'est pas en train de contrôler notre respiration tout le temps. Puis si tu essaies de la contrôler puis que tu la retiens trop longtemps, ça ne fonctionnera pas. Là. Tu vas t'évanouir. Donc, c'est fascinant d'apprendre que c'est le corps d'abord qui saisit tout dans l'environnement. Puis, tu sais, notre cerveau, il est vieux, là, il y a 200 000 ans. Puis, il veut toujours nous repousser du danger puis de nous rapprocher du confort. Fait que, à journée longue, on est comme en train de danser cette danse-là. Est-ce que cette personne-là, elle est en sécurité pour moi? Est-ce qu'elle est safe pour moi? Fait que là, si moi, j'étais arrivée ici puis j'étais comme ça, tu aurais fait, ça commence mal. Parce que ton cerveau est en train d'essayer de le détecter en tout temps. Est-ce que cet être humain-là ou cette situation-là m'amène du danger ou du confort? Fait qu'on est tout le temps là-dedans. Tu es allé chercher ça où, ces connaissances-là? Je te dirais que je les ai vécues. Puis c'est ma curiosité qui m'a menée à vouloir mieux comprendre le comportement humain. Tu sais, sur le chemin de vie que j'ai eu avant la politique, j'ai toujours été une curieuse, j'aime les gens. Je suis quelqu'un qui tu sais, j'ai le sourire facile, je suis un peu tannante, j'aime jouer des tours. Mon père était beaucoup comme ça. Mais tu peux pas être curieuse en politique, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui, tu peux être curieux. Ben oui. Non, au contraire. Parce qu'en politique, j'ai tellement vu de comportements qui étaient difficiles à expliquer par moment. Que ce soit des gens que je vois de proche ou des gens que je vois de loin, ou même d'analyser puis de mieux comprendre des mouvements de population, de division, de haine, d'insécurité. Je pense que ça a poussé mon travail de spécialiste en santé mentale pour mieux comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là, ils se comportent comme ça. Tu ouvres une belle porte, là, parce que j'ai comme l'impression que des fois, tu sais, tu parles de faciès. Parce que on est en réactif, justement, l'expression du visage. Oui. Ensuite, il y a les mots qui sortent. Des fois, tu as l'impression que tu regardes quelqu'un qui n'est pas en douleur, qui est en train de te parler, mais qui va vivre une douleur interne parce qu'il n'est pas à l'aise nécessairement avec ce qui sort de sa bouche, qui n'est pas nécessairement en paix avec ce qu'ils vont dire. Mm-hmm. J'ai comme l'impression que, on a parlé de politique, tu l'as dans d'autres domaines, mais c'est un milieu où j'ai l'impression que ça arrive souvent, où ce que des fois le speech et ce que tu vis vraiment sont pas connectés ensemble, sont pas alignés. Me trompes-tu? Non, c'est intéressant. Je pense pendant que tu me parles. J'essaie de voir si c'est cohérent ce que tu dis pour moi, tu sais, dans mon expérience immédiate ou dans le passé. Je pense que je ferais pas cette généralisation-là, je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart des gens, des hommes et des femmes, peu importe le genre auquel tu t'identifies, s'en vont en politique. La plupart ont de bonnes intentions. La plupart ont vu leur société, ont pris une perspective, une distance et se sont dit « ça n'a pas de bon sens, moi je veux aider ». Ou tu sais, ça c'est extraordinaire puis je veux promouvoir ça dans la société. Puis c'est du bon monde.
Je pense que tout le monde, je suis d'accord avec toi, la plupart, je dirais, tout le monde embarque là-dedans avec des bonnes intentions. Oui, peut-être pas tout le monde. Il ne faut pas être naïf non ouais. plus. Moi, je veux dire, je pense qu'il y en a qui sont là pour le pouvoir, qui sont là pour avoir du prestige, du pouvoir. Là, déjà là, c'est une grave erreur. Parce que tu t'en vas pas en politique pour avoir du pouvoir, parce que tu te rends compte que ta vie dépend de l'état des autres. Donc, tu fais des sacrifices dans ta vie de famille, tu fais des sacrifices avec ton temps, ton énergie, ton sommeil, tout, pour pouvoir aider l'autre. Donc, si tu es là pour avoir du prestige ou du pouvoir, ben, tu le trouveras pas au bon endroit. C'est pas très attirant, finalement. Pas vraiment. Il n'y a rien de plus attirant que d'être au service de l'autre. Mais ça se fait pas juste en politique. Quand nous, on est un devant l'autre là, maintenant, puis qu'on a une discussion, puis qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, hein, une connivence, bien, déjà là, c'est être au service de l'autre. Puis après ça, si tu veux aller être au service de millions de personnes pour pouvoir améliorer les structures d'une société, ça, c'est à un autre niveau complètement. Mais en même temps, le pouvoir, c'est un peu enivrant parce qu'avec le pouvoir, ça te donne justement, des pouvoirs de faire des choses qui vont avoir un impact sur les gens, qui flattent aussi ton ego. Tu sais, ça doit être difficile en tant que personne de pouvoir, ou qu'à un moment donné, il faut que tu apprennes à le gérer en fonction de la liberté des autres versus la tienne. Ça te change, je veux pas. C'est drôle parce que j'ai l'écho de certaines de tes paroles, parce que je t'ai écouté un peu avant l'entrevue, puis tu as dit à un moment donné, l'ego, c'est correct, il faut juste qu'il soit bien placé. T'sais. Je suis d'accord avec toi. L'ego, c'est sain, ça nous porte vers l'action. Ça en prend. Bien sûr, ça prend une dose d'ego, mais d'ego bien placé. Il ne faut pas que l'ego prenne le contrôle. Exactement. Et quand tu es adulé, que ce soit pour ta force, pour ton pouvoir, pour ce que tu t'amènes à tes concitoyens, peu importe c'est quoi, si tu y crois, là, puis que tu dis « ha, moi, je suis dans cette position-là », fini. T'es déconnecté. Fait que moi, je refuse de tomber dans ce piège-là. Est-ce que des fois, mon ego est mal placé? J'en suis certaine. Je suis imparfaite comme être humain. On est des êtres humains. Ben, exact. Mais tu sais, j'essaie le plus souvent de descendre de mes grands chevaux assez vite. Mon père, qui doit nous entendre, excuse-moi, je l'ai perdu il y a 1 an. Il est peut-être assis avec nous autres au piano. Peut-être. Wow. Lui, il me disait souvent, tu sais, quand je me pensais trop bonne, hey, la grande, descends tes grands chevaux, tu sais, ah ouais, viens m'aider, puis on va tirer des bûches ensemble, tu sais. C'est dans moi, c'est dans mon sang, ça. Puis j'élève mes enfants comme ça aussi. Est-ce que c'était utile, justement, ces paroles-là, à différentes étapes de ta vie, où ce que tu sentais qu'à un moment donné, tu t'éloignais de ce que tu étais vraiment, puis que ton père te dit ça? Descendre tes grands chevaux. Je pense que, bien sûr que ces paroles-là m'ont servi. Il me disait toujours « Go soft, t'es capable », tout le temps. Je pense qu'il m'a donné... Moi, j'ai développé une intuition, puis des fois, je me demande, Hugo, si ça n'a pas rapport avec ma relation avec la nature, là. Je pense que j'ai été tellement souvent en silence avec moi-même, très jeune, que ce silence-là, il m'attire, mais il me fait peur aussi, au bout. Parce que tu as des révélations quand tu t'assois en silence, que ce soit devant une chute ou tout seul dans ta maison quand il n'y a pas personne autour. T'sais. La conversation que tu as avec toi-même, c'est quoi? Es-tu vraiment vrai? Es-tu remplie de compassion puis impatiente? Ou es-tu... Je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez... Je veux faire ci, je suis pas capable de faire ça, tu sais? On a toute une petite voix à l'intérieur de nous. Hein? C'est nos émotions entrent en ligne de cause, parce que moi, j'aime ça, passer du temps seul. La solitude, pour moi, c'est un moment de plaisir. Oui. Parce que tu es avec toi. Mm-hmm. Puis avec toi, tu es capable des conversations que tu veux. Puis oui, il y a des zones qui sont des fois moins plaisantes à aller, mais que je trouve qui sont importantes. Ce que tu dis là, honnêtement, je pense que c'est Blaise Pascal, le grand philosophe, qui disait que tous les problèmes du monde pourraient être réglés si l'homme savait s'asseoir en silence seul. T'sais. Je pense souvent que ça, c'est vrai. Parce que je pense que la solitude, c'est un droit humain. Mais l'ennui est en train de s'emparer de notre droit à la solitude, de par comment on vit. Et les gens se sentent seuls. Ils se sentent en détresse, ils se sentent tristes, ils se sentent pas vus, invisibles. Puis moi, juste en parler, ça me donne plein de frissons. Oui, un chant de poule. Je pense que je me suis ennuyée aussi plus jeune. Je pense que j'ai trouvé ça tough. Puis là, j'ai perdu mon papa, puis c'est juste moi puis ma maman. Puis là, oui, j'ai une famille, mais quand même, tu sais. Il y a comme une perte là, puis des fois, je me dis, ma capacité à
à m'asseoir dans ma solitude sans me sentir seule, en plus en transformant ma relation avec mon ex-partenaire, avec qui j'ai une super belle amitié. Mais tout ça, c'est des deuils. Puis à chaque jour, on fait des micro-deuils. Tout le temps, parce qu'on se rapproche de notre mort anyway. On ne peut pas repousser ça, tu sais. On peut le repousser le plus qu'on veut, mais si on est en combat contre ça, il y a comme une espèce de force antagoniste qui va contre nous. Il faut l'accepter. Oui. Ces moments de silence-là, est-ce qu'ils t'étaient utiles dans ta vie de première dame? C'est-tu comme ça qu'on appelle? Mais j'ai jamais vu ma vie comme étant ma vie de première dame. D'ailleurs, je me suis jamais pris pour une première dame. Je savais que j'étais Sophie, que j'étais là pour servir de la manière avec laquelle moi, je pouvais servir. Oui, mais pour les yeux des gens et de la population, t'es quand même la première dame. Oui, mais tu comprends qu'il n'y a pas de position de première dame au Canada, hein? Seulement qu'aux États-Unis? Oui, il n'y en a pas au Canada. C'est non officiel. Les gens me percevaient comme ça, puis les gens m'approchaient souvent comme ça, mais en 2 secondes, j'éteignais cette espèce de prétention. T'avais-tu un rôle particulier? Y a-tu une place? Non, il n'y a pas de rôle particulier. Aucun rôle? Il n'y a pas de rôle particulier. Moi, j'étais déjà sur le chemin de la santé mentale et tout ça, fait que je me suis dit, je vais continuer tout ce que j'avais commencé en amont pour pouvoir avoir une intégrité puis sentir que ce que je fais là, c'est pas parce que je suis dans un nouveau rôle, c'est parce que moi, je me découvre en tant que femme et mère et professionnelle sur ce chemin-là. Mais je l'ai fait de manière bénévole pendant 12 ans. Donc, tu t'es donné une mission. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais la mission, elle était sous-jacente à qui j'étais avant d'entrer là-dedans. Oui, je trouve ça important, mais en même temps, ça vient faire en sorte que ça te donne de l'importance parce que, de la manière que je le comprends, c'est un peu comme, étant donné qu'on n'a pas de position pour une première dame ici parce que ça n'existe pas, comme si la femme de n'est pas importante. Oui. Alors qu'elle fait partie à part entière. T'es dans le gouvernement sans l'être directement. Bien, t'es dans la famille de celui qui est à la tête d'un pays, mais sans être une partie intégrante du gouvernement. Je ne suis pas politicienne, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a comme une espèce de ligne à bien comprendre ici, tu sais. Fait que moi, j'ai pas un bureau au Parlement, là. C'était pas comme, j'étais pas là tous les jours, là. Mais tu sais, de la mission que tu t'es faite vers la santé mentale, premièrement, qui est une noble cause, Dieu sait qu'on en a besoin, t'étais-tu dans une position où tu pouvais faire en sorte que d'emmener une ouverture de par un monde où au niveau du gouvernement, c'est pas leur mission première, mais d'en faire de ta mission à toi, de pouvoir faire en sorte de faire avancer les choses? Tu vois, les organisations auxquelles je me suis jointe en tant que porte-parole ou ambassadrice comme Parc Canada, parce que j'adore la nature. Filles actives, parce que la moitié des filles entre 12 et 17 ans délaissent le sport à l'adolescence. C'est comme tellement grave. Plan Canada pour l'éducation puis créer plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Plein de types d'organisations. C'est comme si j'ai choisi, pas selon mon implication ou mon rôle, parce que j'en avais pas vraiment au gouvernement. Je l'ai choisi selon l'activiste puis l'ambassadrice que j'étais. Et puis, je pense que, tu sais, moi, j'ai commencé ça il y a plus de 20 ans maintenant. Puis, j'ai souffert de désordre alimentaire. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle, là, à chaque chapitre. Mais l'important, c'est que depuis que j'ai partagé mon histoire, puis moi, je faisais juste débuter comme animatrice puis télé-radio dans ce temps-là, c'était un gros risque parce que les gens auraient pu dire, mais voyons donc, elle est pas bien, là, tu sais. Parce que dans ce temps-là, on savait rien sur le désordre alimentaire. Mais que ce soit le sexe, les diètes, l'obsession avec ton apparence physique, les relations amoureuses, peu importe c'est quoi ta compulsion. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à en parler? Bien, parce que j'étais plus capable de voir comment moi, j'avais autant souffert et qu'il y avait des milliers de gens dans mon pays qui en souffraient aussi. Fait que j'ai fait, pourquoi personne ne parle de ça? Comment vous faites pour vous reconnaître? C'est pas évident. On est des êtres humains, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Regarde, je vais te poser une question, OK? Oui. As-tu une habitude de vie toute petite que quand ça se passe, là, ça fait du bien, OK? Fait qu'une petite habitude de vie, quand tu fais ça, ça fait du bien, ça te J'en ai procure plein. du relâchement, mais qu'à moyen ou long terme, c'est pas super bon pour toi ou pour Oui, ta famille. oui. OK, t'en as une en tête? Tu Oui. veux-tu me la dire ou pas? C'est pas important? Ben écoute, je suis quelqu'un d'excessif. Donc, moi, de placer mes couteaux et mes fourchettes d'une certaine manière, ça me fait du bien. OK, je comprends. Tu comprends? Oui. Puis, est-ce que si quelqu'un en prend, puis qu'il met le désordre là-dedans, on s'entend que ça change rien. Mais moi, ça change de quoi pour moi? Donc, ça fait en sorte que
à cause que je suis fidèle à mes habitudes, je vais le mentionner. Puis là, ben, ça crée une tension parce que tu n'en as pas besoin. Donc, la question que je t'ai posée, c'est la définition d'une compulsion. Fait que ce soit l'héroïne, tes fourchettes, les relations, Oui. ou peu importe. OK? L'entraînement. Oh, exactement. Ben là, la bigorexie, c'est quelque chose aussi. Là. C'est une condition aussi dans les désordres alimentaires. Mais je pense qu'on est... Tu sais, tu penses que tu es ta personnalité, OK? Moi aussi, là, on l'est pas. Non. Une personnalité, c'est une accumulation de comportements conditionnés puis de mécanismes de défense. En réaction à des situations que tu as vécues environnement. Qui t'ont amené des émotions. Donc, l'environnement aussi. En réaction à comment on a pris soin de toi avant que tu puisses parler. Les 2 premières années de ta vie qui ont créé un sillage, une danse, une musique dans ton système nerveux que tu as encore là, en ce moment quand on se parle, toi puis moi, puis dans toutes tes relations. Puis après ça, c'est toutes tes expériences de vie. Fait que on pense qu'on est notre personnalité, mais on est tout simplement en train de s'adapter. Puis il y a un grand spécialiste, d'ailleurs, qui est un mentor et un ami à moi qui s'appelle Dr. Gabor Maté, qui m'a dit, Sophie, une personnalité, tout geste qui découle d'un être humain, c'est on essaie d'être aimé ou d'aimer. Tout. Fait que tu peux même penser aux comportements les plus atroces. Là, on n'excuse pas les comportements criminels, là, c'est pas ça qu'on... Non, je comprends. Je parle à une ex-police, là. Faire attention quand même. Oui, c'est ça, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est que on vient au monde pour se sentir validé, aimé, vu et compris. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je vais te poser une question. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Tu sais, on va à l'école, on t'apprend à compter. On t'apprend à lire. On t'apprend à résoudre des problèmes. On t'apprend pas à gérer tes émotions. C'est désastreux, ça. C'est grave. Je dirais que c'est grave. Parce que la capacité à un être humain à se comprendre, c'est sa capacité à se leader puis à leader tous les gens autour de lui. Mais comment tu peux montrer ça à quelqu'un si toi, tu le sais pas? Mais il est là le problème. Donc, tous les parents, les mentors, les enseignants, les gens qui sont à la tête d'organisation, si ces gens-là sont pas bien régulés dans leur propre système nerveux puis qui comprennent pas pourquoi ils agissent puis qui interagissent de la manière dont ils le font ou elles le font, on a un méga problème. On a un méga problème parce que je peux comprendre que ces gens-là l'ont pas, mais qui décide du programme? On revient au gouvernement. Est-ce qu'il faut revoir notre façon de faire notre éducation ou est-ce qu'on soit moins dans l'apprentissage de connaissances qui sont plus de mode pratique, puis qu'on y aille jouer un peu plus dans ce côté-là, parce que je pense qu'on gagnerait, on aurait moins de maladies mentales, on se gérerait beaucoup mieux, les interrelations travailleraient mieux. Je pense qu'on serait en société juste mieux. Il n'y a aucun doute que si on se connaissait mieux puis qu'on était capable de se calmer dans des situations de stress et qu'on a les outils pour le faire, qu'on recevrait l'autre avec beaucoup plus de compassion puis d'ouverture. D'ailleurs, tu sais, comme dans notre système, dans notre corps humain, on a un système nerveux, puis il y a une branche qui est sympathique, qu'on appelle sympathique, qui est la branche d'alerte, de fuite, de gel. Puis il y a la branche parasympathique qui est celle de digestion et de calme. Puis dans une journée, on bouge entre les deux constamment. Mais parce qu'on vit dans un environnement de fou, trop vite, pas de la bonne nourriture, on dort pas bien, on est déconnecté de la nature, déconnecté des autres. Le stress s'accumule. Puis là, on reste trop longtemps, trop vite surtout, dans la branche sympathique de stress, d'anxiété, de gel. Est-ce que c'est une zone qu'on peut dire rationnelle? Non, c'est une zone d'alerte. Mais qui est là pour te protéger. Tu sais, si tu traverses la rue, puis t'as pas une petite alarme qui dit il y a une voiture qui s'en vient, bien, tu vas te faire écraser. Donc, ton système d'être humain, il est fait pour te protéger. Puis là, parce qu'on vit dans des conditions de stress continu, c'est toujours en train de dire « Wow, 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 là, je sonne l'alarme, là, c'est trop. C'est trop, je suis pas capable de le prendre. » C'est ce qui nous ramène à ce qu'on disait tantôt, où tu te déconnectes de ta spiritualité parce que tu es pogné dans une zone qui est toujours en réaction de ton environnement. Mais regarde ce qui arrive. Quand le corps a tout essayé, le gel, la fuite, l'évitement, OK, pendant trop longtemps, qu'est-ce qui arrive? Pouf! Le corps dit « Je peux plus. » Dépression. Puis là, tu tombes dans la noirceur parce que tu as essayé les autres systèmes puis ça n'a pas fonctionné. Puis ça, c'est pas conscient, hein? Je veux dire, mais imagine si on l'enseignait. Premièrement, bon, l'éducation, c'est différent de province en province. Mais oui, ça serait extraordinaire d'avoir des programmes qui sont
pan-canadiens ou qui sont, je dirais, je dirais à travers le monde, là, de savoir comment se gérer puis de comprendre ses émotions. Parce que ça fait des leaders différents, ça fait des enseignants différents, ça fait des parents différents. Mais nous autres, là, on est dans cinquantaine, on vient d'une génération, moi, je nous appelle souvent les briseurs de cycles. Parce que, ben moi, il y avait des compulsions des deux côtés de ma famille, de différentes manières. Puis moi, j'en ai souffert d'une, mais je me suis dit, non, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis c'est quoi ce traumatisme intergénérationnel-là? Puis on sait qu'il y en a beaucoup, là. Juste pour définir, on parle de compulsion, on parle de dépendance. Oui, de dépendance, exactement. Puis tu sais, toutes les dépendances, on est tous à une dépendance les uns des autres. On est tous à un traumatisme des uns des autres. Ça prend une bad luck dans la vie, comme on dit, ou un incident vraiment grave ou Oui, une parce perte. que tout peut basculer. Exact. Parce que tes émotions, tu sais pas comment... Tu sais, des fois, on écoute les gens, puis ils vont te dire, tu sais, on est facile pour juger les autres quand on n'est pas dans leurs souliers. Parce que, si moi, ça m'arrivait, je ferais ça. Les émotions, ça marche pas de même. Quand Non. ça t'arrive, tu ne sais pas comment tu vas gérer, tu sais pas comment tu vas réagir. Et ça prend une émotion qui, c'est peut-être banale pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est l'émotion qui fait basculer. Mais là, tout. tu as mis le doigt dessus parce que les émotions humaines ne sont pas dangereuses. OK? Elles ne le sont pas en soi. On devrait toutes les vivre à leur plein potentiel. Mais la panique et la peur extrême et la non-compréhension de nos émotions, ça, c'est dangereux. Tu sais, dans nos yeux, en ce moment, là, on a comme une lubrification, là, Oui. parce qu'il faut que l'œil, sinon c'est trop sec. S'il y avait un vent qui rentrait dans la salle, là, nos larmes de réflexe nous protégeraient, right? L'œil coulerait davantage. S'adapterait, puis il donnerait plus de liquide. Tantôt, j'ai pleuré parce que j'ai pensé à mon papa. Si un chimiste analyse les 3 types de larmes, il y en a une seule qui contient des hormones de stress, C'est laquelle? les larmes émotionnelles. À chaque fois qu'on pleure, Hugo, on laisse aller quelque chose qui ne nous appartient pas puis qu'il faut qu'on laisse aller. Puis moi, j'ai rencontré des gens qui étaient à la tête de pays qui m'ont dit « On pleure pas dans ma famille ». Ça m'a foudroyé. Et ça m'a fait comprendre l'autre avec beaucoup plus de compassion. Parce que quand on t'apprend pas à ressentir tes émotions puis à les sortir de toi, il faut pas tout emmagasiner, parce que la différence entre une souffrance et un traumatisme, c'est ce qui est resté comme calcifié, qui s'est solidifié en toi, la partie fermée. Et là, ça devient dur. Exact. Ça Il y a se plus rien qui se calcifie. passe. Tu sais, tu viens de parler, tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait réaliser ça, puis que tu l'as vu, puis que tu as trouvé ça triste. Oui, ça m'a fait pleurer d'ailleurs. Y a-tu des gens que ça a été l'inverse? Mais bien Que sûr. tu as rencontré, puis ça a été comme des rayons de soleil? Mais bien sûr. Et moi, je suis comme une Peux-tu grande m'en parler? Y sensible. a-tu des noms? Non, je suis poche là-dessus, hein, parce que moi, je pleure, je te dirais, presque à chaque jour. Pas obligé d'un gouvernement, je parle des gens que tu as rencontrés. Oui, mais j'en ai plein, mais c'est pas des gens connus. Ben, c'est pas grave. C'est juste C'est parce que tu veux des noms. Oui, parce que je suis juste curieux. Parce que moi, j'ai regardé, parce que, justement, tu en mentionnes des noms dans ton livre. Puis, tu sais, je vais être très honnête, il y a des noms que je connaissais pas. Mais Donc, c'est des noms de scientifiques, là. C'est de Oui, mais tu vas gens, quand des même chercheurs. voir, parce que c'est comme intéressant, parce que ça l'aide à comprendre tout ça. Parce que je suis un peu Beaucoup. comme toi. Ouais. J'aime ça. Explique-moi. Je veux ça que Oui, je veux je veux comprendre. comprendre. Moi, je vais chez le dentiste. Ouais. Là. Puis là, il va me faire de quoi dans la bouche. On s'entend qu'il peut me dire n'importe quoi. Je le saurais pas, mais je veux le comprendre pareil parce que tu vas me rentrer une aiguille. Tu t'en vas où avec ça? Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, tu dis-tu de placer tous ces instruments en ordre comme tes fourchettes? Non, ça, les autres, ça me dérange pas. Les Ok, autres c'est peuvent juste faire- pour toi, je C'est comprends. juste pour moi. OK. Fait qu'on comprend que pour moi, d'emmener du contrôle, Mhm. ça me donne l'impression de contrôler Mais tout. c'est ça. Donc, Les puis désordres on- alimentaires, c'est la même chose. Hein? Puis là, on comprend, parce que, encore une fois, à travers ton livre, on comprend que l'enfance influence beaucoup de nos comportements et ça vient de là. Oui. Dans le désordre, moi, j'avais de l'ordre. Exactement. Donc, ça, pour moi, ça me permet de me raccrocher à quelque chose qui me sécurise. Exact. C'est juste ça. Tu veux juste te rapprocher du confort et de la sécurité. D'ailleurs, comme dans tous les besoins primaires de l'être humain, là, universel, partout sur la planète, peu importe où tu habites, tu as la sécurité, avoir la nourriture sur ta table puis un toit au-dessus de ta tête, puis ensuite un objectif d'envie, pouvoir contribuer puis tout ça, puis te sentir aimé. Mais si la sécurité physique et émotionnelle n'est pas là, tout tombe. Ce qui me ramène à dire, c'est facile d'être dans la spiritualité quand t'as pas de soucis. OK, ça, là, on pourrait en parler pendant 1 heure. Puis parlons-en. On va en parler un peu. Oui, mais ça, c'est magnifique que tu amènes ça. Est-ce que quelqu'un peut être connecté spirituellement s'il vit dans la pauvreté, par exemple? Moi, je crois que oui. OK, bien moi, j'en ai rencontré. Parce qu'il y a plein de monde
qui n'avaient même pas de maison, qui m'ont enseigné. Puis j'en ai rencontré aussi parce que ces gens-là décrochent de leur situation. Ouais. Mais il y a combien de personnes qui ne peuvent pas? Parce que le processus entre les deux, il est assez pénible. Il est épouvantable. Il est épouvantable. Il est injuste. Ben, des fois, il y a des injustices qu'on crée soi-même. À un moment donné, c'est difficile. Oui, mais en général, il y a des injustices dans notre société, on s'entend. Donc, on parle de spiritualité. C'est à la mode présentement. Il y a une ouverture là-dessus, puis il y a un éveil. Puis je pense qu'à chaque manière, on en fait tous. Puis je suis très spirituel, moi aussi, d'ailleurs. Mais encore une fois, d'avoir une certaine aisance t'aide à pouvoir travailler sur ce genre de choses-là. Quand tu te poses la question à savoir comment je vais payer, comment je vais nourrir mes enfants C'est clair. pour le prochain repas, Oui. la spiritualité, elle prend le bord un peu. Là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je parle de ça souvent parce que c'est vrai. Mais la vie m'a enseigné que, comment ça se fait que tous ces gens-là qui ont 1000 fois moins que nous, là, dans le monde moderne, OK, sont 2 fois plus heureux, ils ont un sens de communauté puis d'appartenance, puis ils n'ont pas 4 chars, 2 maisons puis un bateau. Là, je dis n'importe quoi, là, je sais pas qui est ça. Oui. Tu comprends? C'est comme si eux autres, d'une certaine manière, sont encore plus connectés à la vie parce que nous, on se déconnecte de la vie avec toutes nos choses, avec tout ce qui rend la vie plus facile. Mais toute cette aise avec laquelle on s'entoure, ça crée des maladies. Parce que notre corps, il est supposé être exposé à des températures qui varient. Il est supposé être en action. On est supposé être en communauté, en tribu. C'est viscéral, ça, là. Donc, quand on perd ça au profit de l'accumulation de la richesse, on s'appauvrit. Toi, t'as-tu perdu ça? Perdu quoi? Cette spiritualité-là, cette affaire-là. Non, de toute évidence. Si j'ai perdu ma spiritualité. Non, parce que je veux dire, c'est difficile. Tu me parles, quand t'as tout ça, à ce moment-là, des fois, mais ça prend tellement de place qu'on s'oublie ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, c'est d'être différence de température. Toutes les choses que tu viens de me mentionner là, c'est pas... Je pense que d'avoir tout ça n'est pas une certitude que tu vas te déconnecter pour ton corps parce que tu l'es connecté. Je suis mais pas connecté. tout le temps. On n'est pas tout le temps connecté. Puis tu as raison quand tu dis que les gens qui sont en mode survie, tu sais, en passant, quand tu es en mode survie, puis tu es dans ton système sympathique qu'on appelle d'alerte, de fuite puis d'évitement, ça, c'est très difficile quand tu es tout le temps là-dedans, puis en stress chronique, de sentir de l'empathie puis de la compassion. Fait que tu peux pas... Quand tu vois que ces gens-là sont fâchés, puis qui sont tristes, puis qui blâment les autres, c'est plate, là, parce que c'est pas toujours la faute des autres, mais je comprends mieux. Parce que leur système est même pas capable d'aller dans le « je vais être correct, je suis en sécurité ». Ils ressentent même pas ça. Fait que c'est sûr qu'ils vont essayer de blâmer l'autre, puis que c'est le monde extérieur, c'est la faute du monde extérieur, puis c'est sûr qu'il y en a plein d'injustices, là, on s'entend, là. Mais en même temps, c'est un processus au même titre que l'alcoolisme. Faut que tu te rendes jusqu'au bout de la patente pour comprendre qu'à un moment donné, c'est pas la faute des autres, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, mais en même temps, si tu regardes des politiques d'immigration sur notre planète, puis je les nommerai pas, mais qui font que les gens sont pris dans la rue, puis qu'ils séparent des familles, puis tout ça, je veux dire, il y a des injustices inexplicables et injustes en elles-mêmes qui font que tu peux bien être spirituel, mais à un moment donné, c'est tough, tu sais. Ah, ben c'est clair. Puis la vie, c'est pas, on va se le dire, la vie, c'est pas facile. c'est difficile. Et la vie n'est pas juste. Non, la vie n'est pas juste, non. Mais tu sais, Victor Frankl, là, qui avait été dans des camps de concentration, puis qui a survécu, qui a écrit des livres extraordinaires, puis qui a vu la misère humaine à son pire. À son pire. Lui, il a dit, les gens que j'ai vus survivre sont ceux qui avaient une vie spirituelle, qui croyaient en quelque chose de bon quelque part dans tout ce désastre de misère. Mais tu sais, on revient à ce que je disais tantôt. Faut que tu te rendes au pire pour voir ce qu'il y a de mieux. Oui. T'es pas obligé, c'est pas obligatoire, mais ces gens-là, c'est la résilience qu'ils ont. Ils ont tellement vu, ils sont tellement allés loin qu'à un moment donné, quand tu sors de là, tu pensais pas que tu allais t'en sortir. Tu as raison. Moi, je pense que quand on est confronté à soi-même, au plus creux de soi-même, c'est ça que j'appelle... C'est peut-être pas un bas fond. C'est peut-être... Ouais, peut-être qu'on peut jouer sur le terme. Je l'explique de même, je l'exprime comme ça. Mais tu sais, comme tu as pris l'exemple de l'alcoolique, c'est vrai, souvent, puis il y en a eu dans ma famille, c'est vrai, tu as raison, que des fois, s'il touche pas le bas fond, ou elle, puis ça peut être pour n'importe quel autre type de dépendance, c'est comme s'il n'y a pas d'éveil de « Hey, je suis pas obligé de me faire ça. Je vaux mieux que ça. » Je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'en bas.
souvent, il y en a qu'il faut qu'ils aillent jusque-là. Absolument. T'en as d'autres qui les réalisent avant. Où ce que je vais emmener, ça devient ton choix. Et ton bas fond, il est pas aussi... D'une personne à l'autre, le seuil n'est pas pareil pour tout le monde. Fait que c'est ce vécu-là qui t'emmène dans une zone où, à un moment donné, c'est terrible. Ce qui est terrible pour toi est peut-être pas terrible pour moi. Oui. Donc, on comprend, Mais c'est ça le bas fond. clair. On n'a pas les mêmes fenêtres de tolérance qu'on appelle. C'est ça. Donc, tu sais... Tu t'exprimes tellement bien, c'est le fun. Ben là, tant mieux. À un moment donné, ça va-tu me servir? Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes fenêtres de tolérance, on n'a pas toute la même résilience. Puis là, la résilience, on n'est pas avec ça. Ça, c'est n'importe quoi. Les gens pensent que cette personne-là est née résiliente. C'est vrai que les premières années, quand tu nais, puis que la personne prend soin de toi, le montant de temps que la personne qui a pris soin de toi t'a regardé, t'a pris, t'a donné de l'amour, de la présence, de la patience, qu'il n'y avait pas des stimuli de l'autre bord qui avaient toujours son attention puis que là, ton parent était détourné de toi. Est-ce que toi, tu étais un enfant qui jouait beaucoup dans le coin avec tes blocs ou je sais pas trop quoi, tes poupées ou tes autos? Ou étais-tu quelqu'un qui était constamment entouré? Est-ce que quand tu avais de la peine, est-ce que ton parent t'a pris jusqu'à temps que ton système nerveux se calme complètement? OK, là, tu peux retourner jouer. Ou c'était-tu, il y avait 3 autres bébés qui criaient puis tu vas être correct. OK, bassinette, on prend soin de l'autre. Ton système nerveux se souvient de tout ça. Donc, toute cette période-là, il y a une conscience, même si comme bébé, t'en es pas conscient. Il y a une assimilation. Il y a une assimilation. Transfert d'énergie émotionnelle? Tellement. J'ai encore des frissons. Parce que ça se passe du cerveau droit, ton cerveau émotionnel, à mon cerveau droit, qui est mon cerveau émotionnel. Puis entre la maman, la grand-maman, je sais pas qui a pris soin de toi, et toi, le bébé, avant que tu puisses parler, il y a un échange énergétique, il y a un échange neurochimique. Comme là, on se regarde dans les yeux, puis il y a une régulation qui se fait. Puis si je te regardais là tout le long de l'entrevue, ça irait pas bien, là. Right? Donc, quand tu es tout jeune puis tu es tout bébé, tu es une éponge. Tout ce que tu reçois, tu l'emmagasines. Puis il y a les bébés qui ne pleurent plus quand on prend plus soin d'eux. Savais-tu ça que tu peux vivre une vie sans sexualité? Ça serait plate, là. Mais, un petit peu, oui. Oui. Mais tu peux vivre une vie sans sexualité et ne pas en mourir, mais sans toucher les présences humaines, c'est très, très, très grave. C'est grave. OK, tu pourrais avoir des séquelles physiologiques? Absolument. D'ailleurs, il y a des bébés dans les orphelinats qui n'ont pas été touchés, qui ont développé qui ont eu des problèmes développementaux graves, très, très graves. On a besoin de ça. C'est-tu le danger qui nous guette? Parce que maintenant, il y a tellement de sources de distraction, téléphone, ordinateur, télé, que comme parent, ben, t'es pas autant connecté que ton enfant que tu devrais l'être. Tu peux pas parler plus clairement. Le stress, c'est une relation qui est dysfonctionnelle avec le moment présent. C'est ça, le stress. C'est être ici, mais vouloir être ailleurs. Puis on le fait tout le temps, là, dans notre tête, dans nos actions, tu sais, tout le temps. Je suis tout le temps en train de le faire. Hein? La petite gerboise qui arrête pas de courir dans sa petite roue. D'ailleurs, il y a une roue dans le cerveau qui s'appelle la roue frontostriatale. Puis c'est là, souvent... Tu viens d'apprendre d'autres choses. Oui, c'est cool, hein? Oui. Puis tu rumines. Tu sais, quand on rumine, on Oui. fait tout. Bien, ça nous sert pas, hein? Parce que Non. c'est comme si on se rappelle de notre malheur ou de On notre souffrance. s'impose de rester dans une zone qu'on devrait sortir pour être capable d'avancer. Mais sais-tu pourquoi on reste dans cette zone-là? Pourquoi? C'est un petit peu un refuge parce que ça valide notre souffrance. Ou ça valide un sentiment qui nous donne raison. Oui, ça valide que j'en ai vraiment de la peine, je suis vraiment toute seule. Il n'y a personne... Donc, ça valide ta souffrance. Exactement. Temporairement. C'est fake. C'est pas pour vrai. C'est un mécanisme de défense. Exactement. C'est fascinant, là. Oui, c'est fascinant. Parce que tu vois l'autre tellement différemment. Quand tu vois quelqu'un en détresse, moi, maintenant, je vois toujours l'enfant. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans cet adulte-là que l'enfant est complètement pas régulé? Puis des fois, ça vient vraiment me chercher parce que j'ai juste le goût de prendre cet être humain-là dans mes bras et de dire, hey, ça va être correct. Tu vas être correct. Mais je suis pas là pour le materner, tu sais. J'aimerais bien ça, mais je peux pas materner tout le monde. Comment tu as fait cet éveil-là dans l'environnement dans lequel tu évoluais? Je me suis jamais déconnectée de ma plus grande muse. Puis là, j'entends encore mon père qui est la nature, qui est le silence. Y a-tu des moments difficiles? Sûrement. Dans une vie. Il y a plein de moments difficiles. Complètement. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il faut que tu laisses aller tout ce que tu pensais être et tout ce que tu pensais de la vie. Tu décomposes ton petit prisme que tu t'es fait, puis tu recommences. Puis tu te rends vulnérable. Ça fait brailler, ça, là. Effectivement. Oui. Parce que tu évoluais dans un monde
où ce que je présume, vu de l'extérieur, que tu décides plus nécessairement de bien des choses. Oui. Il y a beaucoup plus une prise de contrôle de tellement d'éléments de ta vie quand tu es en politique. Fait que là, je comprends et je vois avec plus de discernement puis de distance comment les gens qui sont au service des autres, comment leur famille vit différemment. Tes enfants, Tout. ta sécurité, Tout. ce que tu fais est complètement influencé par ce qui se passe, je te dirais, sur la scène politique mondiale, en quelque sorte. Ben, oui et non. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu es dans ta maison, là, tu sais, il n'y a pas de caméra, là. Il y en a peut-être, mais en tout cas, sont cachés. Tu vis pas différemment. Moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais cru dans le « je suis devenue une première dame ». C'est pas ça, Sophie. Oui, mais il y a une certaine forme de perte de contrôle dans tout ça. Tu sais, c'est pas une vie normale. Ce que tu vis à avoir de la sécurité en présence tout le temps, c'est pas une vie normale. Non, c'est pas normal. Non, c'est des conditions anormales. C'est anormal. D'élever des enfants dans un milieu comme ça n'est pas normal non plus. Non, mais entre nous, ce qui se passe entre nous, les membres de la famille, les grands-parents, les amis qu'on a depuis 30, 40 ans, les êtres humains qu'on rencontre, les endroits qu'on découvre ensemble, que ce soit dans une caverne, dans le parc La Gatineau, ou que ce soit, je sais pas, au sommet d'une montagne, cette connexion-là, l'un à l'autre, je pense, détermine ta capacité à t'adapter au reste. Est-ce que c'est facile? Non. Parce qu'il y a tellement de prise de contrôle à différents endroits dans ta vie où habituellement tu avais... t'étais au volant de tout ça, tu sais. Ben, t'es au volant. On s'entend qu'on a tous, on contrôle jusqu'à un certain point, on a tous des engagements. Oui. Les engagements, toi, n'étaient pas nécessairement de façon primaire. Oui. Tu sais, ton mari est premier ministre, il y a plein de décisions qui te sont imposées, que finalement, mais you go with the flow. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est une situation extrême d'adaptation. Qui doit être vraiment exigeant sur toi en tant que personne. Puis là, c'est surtout en tant que maman, je pense. Parce que, tu sais, quand tu comprends ce que les gens qui sont dans une position... Tu sais, c'est pas juste en politique. Tu pourrais être, je sais pas moi, quelqu'un qui a une personnalité très connue, puis tu as tout le temps du monde autour de toi. Oui, il y en a qui vivent, qui sont des superstars. Après ça, des PDG de grosses entreprises. Oui. Puis tu sais, si ces gens-là croient en leur position, eux autres aussi sont pas mal voués à la déconnexion. Fait que je sais pas comment ils vivent, là, puis je les juge pas, je les connais pas. Mais j'en ai vu, j'en ai interviewé aussi, tu sais. Puis on va tout à la toilette, puis on braille tout, puis à la fin de la journée, si tu penses que l'autre est différent que toi, ben révise, parce que la leçon, elle est là. Donc, je me rappelais souvent que dans des situations où tu es dans 7 chars qui se suivent, puis tu peux pas aller au restaurant sans que 5 personnes te suivent, oui, c'est des conditions qui sont pas normales. Mais comment est-ce que toi, tu te ressens dans ton intégrité là-dedans? Puis quelle énergie que tu donnes à tes enfants aussi? Tu sais, le fait qu'il y a de la sécurité dans les écoles quand tu es au service public pour les enfants. Leur vie aussi change. Puis en tant que maman, tu te dis, ben voyons donc, comment je fais, moi, pour humaniser tout ça, tu sais? Leur vie change. Toi, tu en es conscience parce que tu as eu une vie avant. Oui. Je présume qu'ils ont quel âge, tes enfants? Là, mes enfants, en ce moment, ils ont 11, 16 et 17. Donc, celui d'11 ans, ça a été ce qu'il a connu toute sa vie, cette situation-là. Presque oui, presque. Comment tu fais pour travailler pour justement que cette connexion-là reste présente et qu'elle soit présente? Parce que ce n'est pas une vie normale. Écoute, tu me ramènes encore à quand je le mettais... Moi, j'ai eu mes bébés sur ma hanche tout le temps. Je les avais dans un sling, là, dans une espèce de porte-bébé. Là. Puis je les avais en sac à dos, puis je partais dans la montagne ou dans la neige, en raquette. Tout ça. Puis je me souviens des moments avec mes bébés où j'étais en silence avec eux, puis qu'ils se connectaient à mon système nerveux et qu'il y avait une sécurité profonde, une foi en l'être humain, en l'environnement. Il y a quelque chose qui se passe là, tu peux pas mettre de mots là-dessus, puis juste en parler, ça me rend émotionnelle parce que il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça. Je pense que mes enfants, ils l'ont intégré. Là, je commence à en avoir les preuves, bien qu'il y a beaucoup de yeux roulés au ciel, parce que j'ai des ados, puis je suis une maman. Mais c'est des amoureux, puis ils ont confiance en l'autre, mais ils sont pas naïfs.
sont loin d'être naïfs. Y a-t-il une différence entre celui de 11 et celui de 17? Bien, j'espère, là. Celui de 17, là, il cherche son indépendance à travers la musique puis sa passion. Puis, tu sais, tous les parents qui nous écoutent vont comprendre, là, c'est tellement difficile parce que ça aussi, c'est des gros deuils. De laisser aller l'amour le plus profond que tu peux avoir, puis de dire, vas-y, étends tes ailes, puis vas-y, tu sais, mon coco, ma cocotte, puis je vais être là si t'as une bad luck, mais tu vas te planter à un moment donné, puis il va falloir que tu te relèves. Puis le plus grave que je pense qui est en train de se passer dans notre société, c'est de les surprotéger. Donc, pendant que j'étais sur le chemin co-politique, où il y avait tellement de protection, hein, de manière métaphorique ou réelle, là, Oui. j'ai réalisé que il faut qu'ils apprennent. Puis quand ils étaient petits, moi puis Justin, on est très intrépides, puis on se lançait nos enfants. On les attrapait toujours, bien sûr. Là. J'espère. Mais ils étaient bébés, tu sais. Puis les gens, « Ah, qu'est-ce que tu fais là? » Non, c'est super bon pour les connexions du cerveau, puis on le savait qu'on allait les attraper. Et ils sont extrêmement... ils ont confiance en leur capacité. Ils sont pas parfaits, là, puis ils vont faire des erreurs. Mais j'ai l'impression que parce qu'on met toujours les enfants maintenant devant les écrans, sont moins dans la nature, on est toujours en train de les suroccuper, de les surcharger dans leurs horaires, etc., on est en train de leur enlever leur droit à la solitude. Puis ça, c'est grave. Puis je te dirais que c'est tellement grave qu'on va en souffrir des conséquences pendant des générations. Mais on est en train de le voir, là. Oui, mais effectivement, il y a un gros travail à faire parce que on dirait que c'est de moins en moins commun que d'avoir le goût d'essayer parce que la peur d'échouer est tellement grande qu'on n'essaye rien. Parce que si j'essayais rien, je vivrais pas de déception, je vivrais pas de... On se garde dans notre zone de confort. Alors que, comme je dis tout le temps, il faut que ta soif de réussir soit plus grande que ta peur d'échouer. Wow. Je ne sais pas si c'est réussir le mot, mais c'est de laisser quelque chose qui est vrai, qui est rempli d'amour. C'est clair que pour moi, c'est ça. C'est clair. C'est comme à mon dernier soupir, je pense que ma question, c'est est-ce que je vais avoir assez aimé l'autre? Puis ça, c'est pas juste les gens proches de moi, là. D'avoir compris l'autre. Tu sais, moi, c'est un peu est-ce que je vais avoir aimé ma vie? Je pense que c'est ça, tu sais, aimer ta vie, parce que là, la vie, elle, c'est plein de choses. C'est rempli de tes enfants, c'est rempli d'expériences, c'est rempli de voyages, c'est rempli de belles choses que j'aurais pas eu peur d'essayer. Puis que je vais avoir vécu. Parce que c'est quoi une vie sans but? Mais moi, je pense que c'est... Peut-être ma vie, oui, tu as raison, parce qu'on a juste notre vie, là, on n'a pas celle de l'autre, évidemment. Mais ma vie, c'est celle qui est en connexion avec l'autre. Tu sais, je suis pas un poète comme Henri Thoreau dans une cabane dans le fond des bois qui écrit de la poésie. Là. C'est très rare, les gens qui peuvent faire ça puis être heureux. Là, OK? On est des êtres de connexion. Fait que je pense que c'est comment est-ce que ma vie a contribué à faire quelque chose de bon. T'sais. Peu importe ce que tu fais, c'est pas grave. Là. Mais tous les gens que tu touches, tous les gens qu'on rencontre. Tous les cœurs que tu ouvres. Exactement. Oui. Fait que je reviens à ça, effectivement. C'est d'aimer. Tout ce qu'on est ici, là, est-ce que c'est ça qui est important? C'est juste ça, au fond. C'est juste ça, au fond, du début à la fin. Et puis, même notre corps est en train de nous dire que c'est ça le plus important. Parce qu'on vit déconnecté de ça. Fait que quand ton enfant, entre 6 et 10 ans, qui apprend par expérience, qui est comme une éponge, qui peut apprendre 6 langues, plein d'expériences, tomber en bas de son vélo, le parent capote pas, tu vas être correct. Ah ouais, rembarque, tu sais. Descends tes grands chevaux, rembarque sur ton cheval après, tu sais. Bien, on est en train d'empêcher la résilience du cerveau. Pour qu'à l'âge... Parce que, tu sais, l'enfance, le luxe de l'enfance, c'est petit risque, petit coup. Pas grave si tu tombes en bas de l'arbre. Là. Tu t'écorches le genou, tu recommences. Va aller trouver les vers de terre, va te salir. Tu te laveras les mains après pour aller manger. C'est des petites affaires, c'est pas grave. Mais ça fait que ton cerveau, il apprend une résilience. Parce que l'âge adulte, on n'a plus le luxe du petit prix que petit coup. C'est plus grand risque, plus grand coût. Fait que quand on n'a pas appris l'échec, l'abandon, les petits abandons, les peines, puis qu'on n'a pas vécu ça, puis qu'on n'a pas appris à les ressentir, arrivé à l'âge adulte, t'es foudroyé par l'échec, l'abandon. Fait que tu cherches dans tes relations, dans tes compulsions, dans ce que tu amènes à ton attention, d'assouvir ce désir de « je vais être capable, peu importe ». Puis je t'ai déjà entendu dire ça, toi, Hugo, que tu t'es surpris toi-même à voir que « hey, je suis capable de traverser pas mal n'importe quoi ». Ta fenêtre de tolérance est grande, là.
y a-tu des gens que tu as rencontrés, des gens importants qui l'ont, cette résilience-là, cette connexion, ou qui ont un rôle à jouer, qui sont importants? Je trouve que la société, tout ce qu'on parle là, on est dans une société où on est pris en charge, beaucoup pris en charge. Ce que tu nous parles de ça, de surprotéger, c'en est, ça, de la prise en charge. Fait qu'on veut pas qu'un enfant vive certaines situations pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il vive des émotions négatives. On est dans une société qu'on est pris en charge pour plein de choses. Est-ce qu'on est trop pris en charge, finalement? Pas juste au niveau parental, mais en tant que société? Je ne sais pas si c'est une question de prise en charge. Je pense que c'est une question de nourrir la prise en charge de soi. Je pense pas qu'on peut tout contrôler. Par exemple, en tant que gouvernement, dans la vie de quelqu'un, ça serait dérisoire. C'est d'encourager et d'éduquer l'enfant pour savoir comment goûter à son besoin de liberté profond, viscéral, humain, en l'encourageant à prendre conscience de ses gestes et de sa vie. C'est ça, au fond, qu'on essaie de créer dans une démocratie où toutes les voix des gens comptent, mais où la voix de la majorité porte un message. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie les plus vulnérables? Au contraire. Au contraire. Parce que les plus grandes leçons sont là aussi. Moi, je rencontre des gens comme, tu sais, il y a une semaine, même pas, quelques jours, j'ai rencontré une maman qui a perdu son fils au suicide. OK? Puis, je fais juste penser à ça, puis je me dis, sa résilience à elle, puis elle me disait d'ailleurs que sa spiritualité n'a jamais été plus profonde, puis qu'elle s'est jamais sentie aussi proche de la vie, malgré sa douleur, qui ne la quitte jamais. J'ai même une belle-mère, moi, qui a perdu un fils dans sa vingtaine, dans une avalanche. T'sais. Donc, je connais plein de gens, connus, pas connus, qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles et qui s'en sortent parce qu'en quelque part, ils ont foi en la vie. Puis, tu sais, je suis certaine que toi aussi, tu en as traversé, là. On en traverse toutes. Tous et toutes. Tous, oui. Puis le moment où on se juge en pensant « Ah, parce que cette personne-là est dans cette position-là, ou qu'elle a tout, ou qu'elle a rien, elle connaît rien, puis elle n'a rien traversé », là, on fait une grave erreur. C'est parce que, pour revenir à ce qu'on parlait, à ce qu'on parle, puis ce qu'on discute, moi, j'ai comme la perception que c'est plus difficile maintenant de développer cette force intérieure-là pour te permettre de passer, puis de bâtir quelque chose. Seul l'est plus difficile. Seul l'est parce qu'on vit un petit peu dans un vent contraire à ce que le corps ferait naturellement. Parce que c'est ce qu'on se donne en tant que société. Là. On s'inclut parce qu'on en fait partie. Ben oui. Tu sais, quand on regarde là, ce qui se passe à travers le monde, t'as-tu l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction? T'as-tu l'impression qu'on est pris en charge d'une bonne manière? Je pense qu'il y a deux choses qui se passent. La première, c'est la loi de l'univers, elle est anthropique, elle est chaotique. On a été créé à travers le chaos, OK? À moins que tu crois que le monde a été créé différemment, puis je respecte ça aussi. Donc, le chaos fait partie de la vie. La vie, c'est une danse entre la noirceur et la lumière. Sans connaître l'un, on ne connaît pas l'autre. Bonheur, tristesse, même affaire. Coucher de soleil, lever de soleil, la fleur s'ouvre, la fleur se ferme. C'est une expansion puis une contraction qu'il y a partout, incluant le cœur. Donc, et la respiration. Donc, on fait partie d'un tout, puis on est en train de se déconnecter de ce tout-là. Comme si on est unique, puis on n'est pas dépendants les uns des autres. Et là, on est en train de nous enseigner, à travers des mouvements de division, à travers la haine, qui, oublie pas, qui est un sentiment de désir de connexion qui n'a jamais été assouvi, d'avoir peur de l'autre. Rosemary Charret, que j'ai interviewée dans mon livre, qui est une grande psychologue, ça fait 40 ans ou sinon plus qu'elle voit des patients, elle m'a dit « Sophie, les êtres humains les plus malheureux que j'ai rencontrés de toute ma vie sont ceux qui ne peuvent pas faire confiance en l'autre. » Donc, en ce moment, il y a des vents et des mouvements de division qui font que les êtres humains ne font pas confiance en l'autre. C'est grave. On va aller là, puis on va mettre des noms là-dessus. Vas-y donc. Moi, je suis curieux. Trump. Parce qu'on est dans un genre... Ça correspond pas mal à ce qu'on parle là. On pourrait dire la même chose de Poutine. Est-ce que c'est la même personne en privé que qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Moi, je sais pas. Je le connais pas assez pour dire ça. Je le sais pas. Non? Je sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est que en parlant avec des experts en déshumanisation, il y a 3 éléments que les gens qui sont à la tête de mouvements qui divisent et qui font peur et qui te donnent un sentiment d'appartenance à travers cette peur-là.
C'est vrai qu'on se fait envahir par les gens qui s'en viennent dans notre pays, puis les gens ont la sensation qu'ils vont prendre leur job. C'est ce on leur essaie de leur dire. Fait qu'on on inculque la peur, puis ça fonctionne. Parce que souvent, ce sont des gens qui viennent d'une maison émotionnelle où la peur était très présente, ou qui sont dans des conditions de vie où la peur est très présente. Donc, ça valide leur peur. Il y a 3 éléments qui sont utilisés. Le blâme, la dépression et la paranoïa. On va te donner un exemple. Un exemple banal. Okay? Je vais essayer de penser. Là. Le blâme. Hey, mon pauvre gars, là, d'un homme à un autre, OK? T'es dans ton 1,5, là. T'as plus rien, là. Tu t'es séparé, t'as plus rien. OK? Fait que là, tu crées un état... Excuse-moi, c'est la dépression en premier. Dépression, blâme, paranoïa. La dépression, tu crées un état dépressif. Hey, vous autres, vous n'avez plus de job parce qu'eux autres, ils vous volent vos jobs. OK? Par exemple. Ensuite, le blâme. C'est pas de votre faute, c'est leur faute. Donc, tu te distances de la responsabilité. On joue sur les émotions. Exactement. Et finalement, la paranoïa. Ils vont tout prendre. Il te restera plus rien. OK? Ça fonctionne. Ça fonctionne depuis très longtemps. Cette technique de manipulation de l'être humain à travers de l'émotion. Depuis la nuit des temps. Exactement. Exactement. Mais là, avec la rapidité de l'information, avec le fait qu'on sait ce qui se passe sur la planète en tout temps, notre cerveau humain n'est pas fait pour prendre la rapidité comme un bulldozer d'informations à tous les jours, pour que tu sois capable de composer avec ça, puis d'analyser, puis de jeter ce qui te sert pas, puis de garder ce qui te sert. Écoute, c'est un effort immense pendant que tu es au bureau puis que tes kids t'appellent parce qu'il faut que tu ailles le chercher parce qu'il est malade à l'école. C'est trop. Parce qu'on va se le dire, on vit ça ici, mais c'est partout ailleurs. J'arrive d'Angleterre, là. Oui. Puis le gazon n'est pas plus vert, là. Bien, il n'est pas plus vert. On est chanceux de vivre dans un pays comme le nôtre. Ça, là, je dois le dire. Là. Je le comprends, mais les tensions qu'on vit et les problématiques qu'on vit en société, qu'on parle d'immigration, qu'on parle de jouer sur les peurs, qu'on parle de religion, universel. C'est partout. C'est universel. Mais ça a toujours été là. Oui, mais c'était sous-jacent. Tu sais, moi, on a fait Bienvenue aux touristes, puis à vos risques et périls. Puis l'Europe que j'ai connue a beaucoup changé. Sauf que, je vais ramener les faits à la surface parce que c'est important. Là. Steven Pinker, qui est un chercheur, a publié un livre qui s'appelle « Les meilleurs anges de notre nature », « The Better Angels of Our Nature ». Et c'est prouvé que, disons qu'on compare notre train de vie maintenant avec celui du Moyen Âge. Avant, tu pourrais aller au bout de la rue puis il y avait quelqu'un de pendu. Puis c'était comme normal, OK? Il y a moins de cette violence-là au quotidien. Elle a changé. Est-ce qu'il y en a moins ou on les voit moins? C'est une bonne question. Il faudrait que j'aille à la tombe 2 de cette recherche-là. Mais en même temps, on la voit aussi. Les nouvelles à travers le monde nous montrent aussi ce qui n'est pas beau. Exactement. Mais on s'entend-tu qu'on a protégé nos droits humains, on a écrit des chartes, on a des instances qui protègent les droits des plus vulnérables de plus en plus solides à travers le temps. Okay? Si on compare à la Renaissance ou au Moyen Âge, c'est de plus en plus solide. Est-ce que c'est invincible? Non. Il faut, dans nos démocraties, puis on est chanceux de vivre si on est dans une démocratie, on est déjà chanceux d'avoir le système, le plus parfait des systèmes imparfaits, disons, là, où tout le monde a une voix. Mais là, en même temps, la liberté d'expression permet quoi? N'importe quoi. Il faut du discernement, il faut des règles éthiques à nos sociétés. C'est extrêmement important, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tu sais, tu parlais des peurs, comment on contrôle par la peur. On regarde présentement l'accessibilité au logement. Oui, c'est immense comme problème. C'est immense comme problème. Puis on regarde nos jeunes, nos enfants, comment ils vont faire. Puis je me posais la question, puis je me dis, à quelque part, ça contribue, ça aussi, d'une façon dérivée à nourrir justement cette déconnexion-là émotionnelle. Parce que dans ton présent... Dans ta pyramide de sécurité, là? Exactement, dans ta pyramide de sécurité, quand tu te projettes dans l'avenir, je comprends qu'il faut vivre dans le moment présent, mais à un moment donné, il faut quand même penser à l'avenir. Tu as tout à fait raison. C'est un peu épeurant. Puis, tu sais, tu faisais lien au Moyen Âge, tu devais payer une forme de taxe au roi. Oui, oui. On en paie beaucoup de taxes. Maintenant, on appelle ça des impôts. Oui. Puis là, tu regardes ça, puis on a comme l'impression, on en fait plus, on en donne plus, puis on s'appauvrit. Fait que, oui, en même temps, tu vis parce que ça t'emmène des émotions.
C'est quand même à penser à ça, là, ça me fait vivre des émotions. Ça me fait vivre des émotions parce que je me mets dans la peau de mon garçon. Oui, je comprends très bien. C'est parce que, tu sais, tu parles à quelqu'un qui a vu des gens avec du cœur au ventre puis du guts, puis qui ont pris des décisions pas pour être populaires. Puis ça fait mal. Ça fait mal parce que tu déferles dans les côtes, puis, tu sais. Mais il y a des milliers et des milliers de Canadiens qui essayent de... Puis là, c'est le mot classe moyenne, là, mais ce qu'on appelle le trickle-down economics. Tout ce qu'on fait dérouler du haut vers le bas, ça ne fonctionne pas. Quand tu aides la majorité des gens, qu'on appelle la classe moyenne, puis que tu essaies de soulever ça, tu amènes la pauvreté un petit peu à un niveau qui s'élève aussi. Il faut regarder la mathématique de ça, les matrices de ça et tout ça. Mais tu as raison que dans tout ce qui touche, par exemple, le logement abordable, ça crée beaucoup d'insécurité. Et d'ailleurs, il y a des gouvernements, puis je nommerai pas de nom, mais qui ont mis des mesures en place pour alléger le fardeau fiscal par rapport aux premières maisons, puis tout ça, qui injectent des millions puis des millions de dollars pour que les villes puissent avoir plus de marge de manœuvre pour construire des logements plus abordables. Ce sont des situations urgentes qui demandent des mesures urgentes, mais qui fonctionnent aussi à long terme. Et le problème, souvent, au service en politique, c'est que les politiciens pensent trop à court terme. Puis, il faut que tu prennes des risques pour penser à long terme, mais ça ne plaira pas à la population. Que c'est un jeu tellement, tellement difficile à gérer, tu sais. Ah, mais je comprends que c'est tout un défi, puis honnêtement, je suis bien content parce que la politique ne m'attire pas quand je vois ça. Dommage! Non, parce qu'il n'y en a pas de solution magique. Mais ça reste que c'est une réalité en soi. Et j'ai parlé du logement parce que le logement, c'est la base. Avoir un toit sur sa tête. Tout à fait. Puis là, même si on met des politiques en place, on n'a pas besoin de nommer non. On sait comment ça fonctionne. Il y a des gouvernements qui sont au pouvoir. La valeur continue de monter. Et ça ne devient pas plus accessible. Oui, mais là, tu sais, on parlerait d'inflation. Il faudrait un économiste avec nous, là, parce que c'est pas notre champ d'expertise. Le but n'est pas de faire un ménage là-dedans, mais ce qui m'amène encore à la base, c'est l'insécurité qui s'en amène. L'insécurité emmène des émotions. Exact. Et quand on est dans une situation qu'on va parler de survie, c'est pas très propice à faire un travail spirituel pour évoluer puis se connecter ses vraies affaires. Alors, je vais te dire quelque chose que j'ai appris qui m'a foudroyé. J'ai un immense respect pour les communautés autochtones puis pour leur culture. Je trouve qu'on a amplement à apprendre de comment ils envisagent et qu'ils construisent leur relation avec la nature, leur communauté, la relation entre eux. Même comment ils voient les gens de genres différents. Et quand Abraham Maslow a étudié la psychologie et a mis la sécurité émotionnelle au bas de la pyramide, apparemment qu'il aurait passé du temps avec la communauté Blackfoot, OK? J'espère que j'ai bien lu, là. Et lui, il a réalisé, puis il a même montré ça à ses compatriotes. Puis je ne sais pas comment ça a été reçu, mais c'est pas ça qui est sorti en psychologie moderne. Mais eux autres, c'est la communauté qui était à la base de la sécurité. Mais ils ont quand même des défis. Mais non, mais attends. Donc, ce sentiment de communauté-là, c'est ce qui procure l'interdépendance, c'est ce qui procure la sécurité. Oui. Pour nous, on a dissocié sécurité et communauté. Individualisme. Fait que quand tu es dans la rue, puis que tu sais que tu peux pas compter sur ton voisin pour te donner un toit puis un repas cette journée-là, tu sais, je veux dire, Jésus disait ça, là, ben, il y a un problème. Donc, tu as bien raison quand tu dis que la spiritualité devient un luxe quand il n'y a pas de sécurité. Mais moi, je dirais que ça devient un luxe quand il n'y a pas de communauté. Très bien dit. C'est ce que je ressens aussi, là. Ça ne te tente pas la politique? Tu ne penses pas que tu pourrais changer des choses? Je l'ai faite à ma manière. Je pense qu'on a beaucoup donné à ma famille aussi, tu sais. Et je souhaite seulement qu'il y ait encore du bon monde avec du cœur au ventre qui ont vu le monde, tu sais. Pas seulement leur réalité, mais qui ont vu le monde. Puis qui se disent, je vais le faire quand même. Parce que je dirais qu'une grande majorité de notre futur dépend de ces gens-là, de ces êtres humains-là qui ont peut-être beaucoup reçu, mais qui ont leur propre chemin de souffrance, puis qui veulent encore servir. Mais ça revient aussi à notre éducation, Hugo, à comment on a accès à notre force intérieure. Puis je veux dire, toi, je peux même pas m'imaginer ça à travers quoi tu es passé, mais aussi les exploits que tu as atteints
dont tu as fait l'expérience, qui t'ont permis de connecter avec toi-même. C'est un droit humain, cette connexion-là. Puis on est en train de l'enlever aux gens. Puis quand on enlève la sécurité puis la communauté, ce déploiement-là à l'intérieur de soi, il n'est pas possible. As-tu l'impression d'avoir sacrifié des choses à travers ton parcours Bien, j'espère. de femme politique? Bien, j'espère que j'ai sacrifié des choses. Il n'y a pas de liberté sans discipline puis sans sacrifice. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui aime jouir de la vie, puis, je veux dire, moi, j'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête, tu sais, puis j'avais toujours eu un repas sur ma table. Mais je comprends très bien que parce que j'ai eu ça, j'ai la responsabilité de voir bien au-delà de ma situation. Donc, j'espère que ça demande des sacrifices. Je pense que c'est souvent à travers les zones d'inconfort qu'on apprend le plus. Puis je pense que la vie m'a envoyé plein de zones d'inconfort pour que je puisse rester éveillée. Puis pas me mettre la tête dans le sable, puis regarder ce qui passe autour de moi, puis dire, faut juste que tu avances, tout le temps, pour être au service de l'autre. Il n'y a pas d'autre manière. Puis tu sais, tout le monde a des journées où est-ce qu'on n'a pas le goût, là. C'est tellement vrai parce qu'on grandit quand on tombe. On grandit Parce qu'on se tellement. relève. Ouais. À moins que tu choisisses de ne pas te relever. Y a-tu des gens qui t'ont inspiré, que tu as rencontrés à travers ce parcours-là? Parce que tu as eu accès, toi, pendant une période de ta vie, à rencontrer des leaders mondiaux. C'est quand même pas nécessairement, là, c'est pas commun, mais c'est assez impressionnant. Il doit y avoir des gens qui sont inspirants là-dedans. Il doit y avoir des gens là, que... Moi, je n'ai pas connu Nelson Mandela, mais c'est quelqu'un qui est inspirant. Oui, mais tu sais, même quand tu regardes Gandhi, Nelson Mandela, je sais pas, Barack Obama, il y en a plein là, qu'on pourrait regarder puis idolâtrer. C'est un peu dangereux. Pas parce qu'il n'y a pas des êtres humains qui ont fait une différence dans la vie de millions de gens et qu'il faut admirer d'une certaine manière, mais c'est des êtres humains. Hein? Il n'y a personne de parfait. Personne de parfait. Mais il y a des gens qui sont quand même impressionnants. Mais les gens qui m'ont le plus impressionné sont ceux qui sont capables de trouver une maison dans le cœur de l'autre, qui sont capables de ne pas sentir que peu importe le rôle qu'on leur a donné, qu'au fond, c'est d'être au service. Puis ça je pense que c'est la plus grande des spiritualités. Puis c'est pas, tu sais, Mère Teresa, là, je veux dire... Fait que ça, finalement, c'est la plus grande difficulté aussi. Quoi? D'être au service de voir la maison. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un travail colossal en tant qu'être humain d'être capable de trouver une maison dans le cœur de l'autre. Surtout quand tu arrives dans une position de pouvoir. Ça demande encore plus de volonté, plus de discipline. Je suis pas certaine. Volonté. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que quand tu es dans une position de gouvernance, c'est ça que tu appelles, de pouvoir. Moi, j'aime pas ça le mot pouvoir. C'est plus gouvernance, c'est bon. Ou être au service de... tu es confronté à des réalités très, très dramatiques, très graves. Tu es tout le temps en train d'aller voir où les feux brûlent, où les gens vont pas bien. Donc, ça te garde pas mal éveillé de ce qui se passe. Puis ça, c'est tellement important parce que tu peux tellement te déconnecter facilement. Fait que je pense que c'est plutôt la personnalité de l'individu qui rentre là-dedans. Encore une fois, il y a des pays où, quand tu es en gouvernance, c'est une accumulation de richesses, par exemple. C'est pas le cas, là, ici. C'est pas ça, là, tu sais. Tu deviendrais pas premier ministre pour faire des millions, là. C'est pas le cas au Canada. Donc, puis je pense que c'est super important de garder la force motrice qui te nourrit à travers ce que tu fais dans la vie. Autant que tu sois politicien, vidangeur, infirmier, peu importe. C'est quoi qui fait que quand tu sors, quand tu es en train de servir quelqu'un, quand tu es en train d'être au service de quelqu'un, quand tu es en train de conduire, pourquoi tu es fâché contre l'autre? Ou pourquoi, au contraire, tu te dis, hey, comment je peux aider la personne qui a traversé la rue qui avait de la misère? Tout ça vient de ton intérieur, de cru en toi. Quand tu parles de la maison au cœur de l'autre, Ouais. c'est quoi cette maison-là? Peux-tu me décrire? Ah, je me suis jamais fait poser cette question-là. C'est beau, ça. C'est une confiance. La maison, c'est la confiance. Il y a bien des gens qui ont eu une maison dans laquelle la confiance ne régnait pas. La peur régnait. Juste à parler de ça, je me dis, tu t'imagines-tu le petit enfant qui a été élevé là-dedans? Là? Il y en a moins, disons qu'il y en a moins de chance là, dans son système nerveux pour se sentir en sécurité avec l'autre. Mais ça se change avec la confiance humaine. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu pourras aller courir tous les marathons que tu veux, lever tous les poids que tu veux, boire tout l'alcool que tu veux, avoir le plus d'amoureux que tu veux. C'est pas là que tu vas le trouver, là. Tu vas le trouver dans la confiance que tu as en la vie puis en l'autre.
Donc, la maison dans le cœur de l'autre, c'est la confiance en l'être humain. Toi, autant que l'autre. Parce que tu peux pas aller la trouver si tu te fais pas confiance. Tu sais, quand tu te couches le soir et que personne ne te regarde, il n'y en a pas de titre, il n'y en a pas de rôle, il n'y en a pas de médaille, il n'y en a pas de grandes personnes importantes que tu as rencontrées. Il reste qui? Il reste qui? Ça, c'est la Sophie que je veux connaître. C'est la Sophie que je veux qui aime en relation. C'est la Sophie que je veux qu'il soit ici maintenant. Mais c'est aussi ça que je souhaite pour les autres. Tu sais, cette espèce de vulnérabilité, là. Parce qu'il n'y a rien d'autre. T'as-tu peur de la mort? De moins en moins. De moins en moins. Est-ce que j'ai envie de mourir? Bien sûr que non. J'ai encore beaucoup trop de temps devant moi pour aimer puis pour offrir. Mais peur, de moins en moins. Parce que je te dirais que la raison pour laquelle je pratique sur mon tapis, là, la tête baissée souvent à la fin de ma pratique parce que je suis au service de la vie, c'est pour ne pas avoir peur de ma propre mort, pour l'accepter. Puis pas parce que j'ai le luxe d'avoir une demi-heure par jour pour me mettre sur mon tapis de yoga puis prendre le temps de, tu sais. La plupart des gens, ils n'ont pas ce temps-là. Mais peut-être que moi, je le fais pour ceux qui n'ont pas le temps, tu sais. Parce que quand on est formé par les bonnes personnes, par exemple en yoga, là, c'est pas juste de mettre tes jambes en arrière de ta tête, ça n'a rien à voir avec ça. J'aimerais ça que tu m'en parles de cette phase-là, parce que la vision populaire du yoga ne tombe pas dans ce côté spirituel du yoga, puis c'est vraiment ça, le yoga. Ce n'est que ça. Les plus grands sages qui pratiquaient le yoga le faisaient pour transcender le corps puis aller dans l'au-delà, tu sais. C'était aussi des chimistes, c'était des alchimistes. Ils jouaient beaucoup avec le mercure, l'or, puis ils faisaient des expériences. Tu sais. Mais c'était surtout des gens qui voulaient se rapprocher de la profondeur de l'humain et se détacher des biens qui nous entourent. Donc, quand on étudie la philosophie tantrique, par exemple, que j'ai étudiée, puis ça n'a pas rapport avec le sexe tantrique, là. Oui. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la relation avec la vie puis avec l'être humain, puis ce qu'on est capable de transcender puis de faire. Dans l'école de pensée que moi j'ai étudiée, le corps ne devient plus un obstacle, il devient un moyen. Un véhicule. Un véhicule. Puis là, je parle à quelqu'un qui a utilisé son corps comme véhicule, puis tu sais, je serais curieuse de savoir, est-ce que ça t'a connecté ou déconnecté, tu sais. Mais la pratique du yoga, c'est la pratique de revenir à soi, dans le plus profond de soi-même, dans la paix. Ce voyage intérieur-là, Ouais. dans tes sessions, Oui. tu te sens comment? As-tu l'impression qu'à un moment donné, tu te décroches ou que tu es vraiment parti puis tu es à l'intérieur de toi-même? Non, je me sens connectée à tout. Je me sens connectée à tout. Tous les êtres humains, toute la nature, tout ce qui vit, je me sens connectée à tout. Puis ça, là, ça m'émeut là, parce que je me dis, mais non, mais... Parce que, tu sais, ça fait pleurer, ça fait réfléchir, ça fait se prosterner par rapport à la vie, s'agenouiller face à la vie. Hey, merci, je suis en vie, puis je suis pas à l'hôpital avec... Quand tu parles d'être connecté, c'est-tu une forme de conscience de tout le reste? Je pense que oui. Donc, Mais tu sais on va quoi, plus ça- petit pour aller vers plus grand? Oui, tu vas du personnel à l'universel. C'est exactement ça. Puis ça m'appartient pas. C'est pas à moi, Sophie Grégoire, ça, là. C'est là, puis j'y ai goûté. Je l'ai senti. Je l'ai intégré pour un moment. Mais ça ne m'appartient jamais. Puis des fois, je me dis, j'ai vu des gens mourir. Puis je peux pas dire que, tu sais, la mort, c'est beau en soi, là, quand c'est un accident puis quand c'est pas beau, là, tu sais. Mais ça fait partie du cycle de vie le plus naturel du monde entier. C'est la seule justice qu'il y a sur la Terre, c'est que On va tous on mourir. va tous mourir. Mais il y a un moment de libération, il y a un moment de détachement, il y a un moment de j'appartiens à l'univers, j'ai appartenu à l'univers, je reviens à l'univers. J'étais poussière, je retourne poussière. Faut l'accepter à un moment donné, tu sais. La discussion qu'on a eue, ça reflète ton livre. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton livre, tu l'as écrit dans ce but-là de pouvoir partager avec les gens et connecter les gens. Ah, et aucun autre là. Quand je l'ai lancé à Vancouver avec mon ami et mentor, Dr. Gabor Maté, il y avait des centaines de gens dans la salle, puis il a regardé tout le monde, puis il me dit, Sophie, ça, c'est pas ton livre. Quoi? Il me dit, c'est ton cri d'amour. C'est ton cri d'amour. Puis je suis partie à brailler sur scène. J'ai fait, c'est vrai. Je me suis assumée. Je vais te dire, là,
notre rencontre, c'est ce que je ressens. Je ressens que tu es pleine d'amour, tu es quelqu'un d'émotionnel. Puis c'est beau. Tu as un beau message à partager. Puis je suggère, si vous ne connaissez pas son livre, Entre nous, lisez ça. C'est vraiment intéressant. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la croissance personnelle. Puis je pense qu'on gagne tous à apprendre à se connaître. J'ai appris beaucoup à apprendre à te connaître aujourd'hui. Moi aussi. Moi aussi. Je sais que tu avais fait tes devoirs, tu avais été voir pour essayer de comprendre. Je fais toujours mes devoirs. J'espère que je correspondais à ce que tu t'attendais. J'avais très peu d'attentes. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en tant que femme, maman, être humain. Là. Fait que tu n'avais pas mis la barre très haute, c'est ce que je comprends. Ben non, mais ça ne m'intéresse pas à la placer. OK. Mais tu sais, peut-être que j'avais une perception, mais je me suis dit, hey, ouverture. C'était quoi ta perception? Non, mais tu sais, un homme fort. Mais en écoutant tes entrevues, j'ai vu ta tendresse, j'ai entendu ta vulnérabilité. Tu sais, je suis curieuse de savoir comment un gars qui a représenté autant de force, de masculinité dans une société où, tu sais, c'est comme le one-man show. J'ai construit mon empire, je suis responsable de mon succès. Tu sais, pour moi, tout ça, c'est une masculinité qui dessert pas la sagesse, l'amour, la tendresse, la capacité de l'homme à aller tellement plus creux que dans cette surface-là. Mais toi, tu as représenté des exploits, de la force, de l'inspiration, tu sais, du courage. Mais je perçois aussi une immense tendresse. Fait que comment est-ce que tu as composé à connecter les deux, toi, sur ton chemin? Parce que ma motivation, ou plutôt ma force, je allais la chercher où? Dans mes émotions. Puis toi, tu as été bien aimé quand tu étais tout petit? Pas tant. Donc, l'entraînement est devenu un élément, un véhicule qui m'a permis de pouvoir passer au travers. C'est ton refuge. Oui, c'est mon refuge. Des tempêtes que tu as vécues. Puis ce que tu as mentionné là, parce que oui, je représente une image. Oui. Et la force, la dureté. Est-ce que tu es dur? Oui. Mais ça, c'est l'image, c'est ce qu'on voit. Mais en même temps, tu n'as pas le choix d'être dur parce que des fois, tu vis des choses qu'il faut que tu t'endurcisses pour être capable de passer au travers. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas tes émotions. Mais ma manière de vivre mes émotions était de le virer de façon positive et constructive en l'utilisant comme carburant. Mais est-ce que tu as dû pardonner? Je pense pas que j'ai à pardonner. Je te dirais que ma motivation aussi, c'est que je considère qu'on n'a pas le droit de perdre notre temps. Parce que la notion du temps, on en a une, mais on n'en a pas parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Parce que moi, je vois le temps comme étant une notion où je peux faire quelque chose de constructif. Puis c'est pas... j'évalue pas le succès en argent. Ça en fait partie, mais c'est pas ça le succès. Le succès, pour moi, je dis souvent, être un champion, c'est pas les trophées que tu accumules. C'est quoi? Ben, c'est de manger comme un champion, c'est de parler comme un champion, c'est de dormir comme un champion, c'est de marcher comme un champion. Tu dors bien, toi? Moi, je dors super bien. Toute ta vie? Ah, pas mal, oui. Wow. Combien d'heures par soir? Pas tant. Oh! Pas tant. C'est quoi ça, 4 heures? 4-5 heures. Quoi? J'aurais sûrement encore envie de dormir, mais quand je me réveille, je me lève. Pourquoi? Parce que je peux en faire plus. Est-ce que tu te faisais réveiller plus jeune? Comme tu avais... Fallait que tu bouges rapidement, là? Non, ça vient dans mon... je te dirais, ma réussite passait par l'effort. C'est même moi, il y a beaucoup de... T'es récompensé pour le travail que tu fais. C'est lourd à porter, ça? Je fais de gros puis je fais de fort. Ça fait que c'est un peu ça. Dis le gros cœur tendre. Oui. Fait que c'est ça un peu. Fait que là, tu te dis, plus que j'en fais, plus je vais être récompensé. Donc, mais tu comprends que ça, c'est une formule pour plusieurs qui ne fonctionnerait pas. Non, effectivement. Genre, tu fais un burn-out, là. Mais à quelque part, je suis bien faite. Oui. Mais le message que j'ai reçu, c'est exactement ça. Aussi fort que je peux être, à un moment donné, ton corps te parle. Clair. Et ce qui m'amène aussi à penser, c'est qu'on a des capacités qui sont beaucoup plus grandes que qu'est-ce qu'on croit qu'on a. Est-ce que j'ai réussi à travers mon processus à emmener, je te dirais, mes capacités physiques, être capable de les exploiter? Mais là, tu parles du frein gouvernail, là, parce qu'il y en a un dans le cerveau. Puis la majorité du temps, quand tu fais un exercice, il va t'arrêter et te dire, OK, là tu as atteint ton maximum. Non, mais c'est... Là, il faut aller au-delà de ça. Mais toi, tu es allé au-delà de ça. Oui. Puis là, quand tu comprends comment ça marche, puis tu as pris la main, puis tu as les deux mains sur le gouvernail. Oui.
Fait que là, tu es capable d'aller au-delà de ça dans plusieurs sphères de ta vie, ce qui t'amène à dire, Exact. tu manques de sommeil. Sais-tu quoi? C'est drôle ce que je dis. Je vais avoir le temps de me reposer quand je vais être mort. Oui, oui, mais non. Tu peux pas dire ça à une femme périménopausée. Non, Hugo. Ils vont faire une sieste, là après. Là. Oui, on comprend parce qu'il y a une évolution, puis il y a la sagesse qui embarque. Mais là, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Une rencontre de 4 heures avec un médecin en médecine fonctionnelle. Oui. Pour me faire réaliser que finalement, ben, c'est mon côté, c'est l'aspect mental qui m'a amené à être au niveau physiologique malade. C'est clair. Puis plus tu dépasses les limites que tu penses qui te restreignent, plus tu augmentes ta fenêtre de tolérance. À chaque fois. À chaque fois. Puis ça passe par le corps. Oui, parce que c'est la nature de mon sport. Oui. Tu sais, à un moment donné, j'avais fait Non, mais un cycliste va faire la même affaire. Tout, exactement. Ouais. Tous les gens qui poussent à l'extrême, Oui, c'est ça. peu importe c'est quoi, c'est qu'ils emmènent leur tolérance à des niveaux qui sont pas normaux. Oui. Et on paye le prix pour tout ce qu'on fait. Absolument. D'ailleurs, il y a tellement d'athlètes olympiques qui, à la fin de leur carrière, font comme une espèce de dépression parce qu'il y a tellement de neurones, d'hormones neurochimiques, de dopamine. Puis, à un moment donné, tu tombes dans un autre type de situation, puis ton cerveau, lui, hey, wow, il est où mon hit? C'est difficile, là. J'en connais plein là, qui ont trouvé ça difficile après avoir accompli des grands exploits, tu sais. Puis tu vois, un athlète prend plusieurs formes. Parce qu'un athlète peut être un homme d'affaires. Ouais. Un athlète peut être un politicien. Oui. Je suis convaincu qu'il ne devait pas dormir des nuits de 8 heures à 10 heures. Parce que tu ne peux pas dormir des nuits de 8 heures à 10 heures. Quand tu es en voyage officiel, par exemple, tu ne dors pas. Là. C'est très difficile. Là. C'est très difficile Ouais. parce qu'il y a un poids qui vient. Il y a un poids de responsabilité. J'ai déjà vu des leaders s'endormir dans des meetings. Dans des meetings? Oui, puis les Pendant gens, le des fois... meeting? Oui. Écoute, il y a des gens, là, ça fait comme des semaines qu'ils sont sur la route, puis là, ils sont là dans des meetings super importants, puis à un moment donné, le corps ne peut plus suivre, là. Ah oui, c'est un peu drôle. On est juste des êtres humains, tu sais. Ça te rappelle c'est ça. exactement. Ouais. C'est juste drôle parce que cet exemple-là nous ramène justement à la base. À la base, c'est qu'on est tous des humains. C'est tout. Puis c'est exactement ce que le médecin m'avait dit. Physiologiquement, on a besoin d'un minimum d'heures de sommeil. C'est certain. Tu peux pas te réparer en 2 heures, là. Ça fonctionne pas, là. Je vais te raconter une anecdote. Je m'étais déchiré le tendon d'Achille en 2005. Normalement, c'est un délai de 6 mois avant de pouvoir dire que tu es guéri. C'est long, ton talon d'Achille. Au bout de 3 mois, j'étais revenu à l'entraînement, puis j'étais pratiquement au niveau que j'étais avant ma déchirure. Puis là, j'étais allé faire parce que moi, dans ma tête, je suis proactif. Aussitôt qu'on m'a enlevé le plâtre, on a commencé à travailler en réhab, on a commencé à travailler de reste. Là, finalement, on a commencé à mettre de la mise en charge. Fait que là, tout ça pour dire que je suis allé faire mon suivi chez le médecin à la 13e semaine, puis il capotait de voir le résultat. La semaine d'après, j'étais de retour devant lui pour me faire opérer. Hi. Fait que là, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est... Là, il m'a dit, quand t'es venu la semaine passée, puis je t'ai vu, il dit, dans les livres, c'était impossible. Mm-hmm. Il dit, là, ça fait juste prouver que c'était impossible. Puis il y en a d'autres exemples. Il y a d'autres êtres humains qui ont eu des situations comme ça aussi. Là, il m'a dit, ben toi, t'es le genre de gars qui va toujours en faire plus. Fait que là, il m'a fait un plâtre jusqu'à la hanche. Non. Oui. Puis là, celui-là, on l'a gardé plus longtemps pour m'empêcher. Pour t'empêcher de... Oui. Une fois, j'animais une émission sur les sports extrêmes, puis je me suis cassé l'orteil dans l'avion parce que je sentais plus ma jambe. C'est assez extrême, les avions, en passant. Non, mais là. attends, je m'en allais filmer une émission sur l'escalade de glace, le ski extrême, parce que je suis assez intrépide dans mes activités. Puis je me casse l'orteil, puis je ne sais pas que je me casse l'orteil en frappant mon pied pour me dégourdir, OK? J'arrive là-bas, puis là, je suis avec une équipe de tournage, puis je m'en vais, ça fait tellement mal, mon pied ne fit plus dans mon soulier, puis on s'en va à la clinique, puis il dit, mais madame, vous avez cassé votre orteil. Je dis, ben voyons donc. Je dis, je suis ici pour filmer des sports extrêmes, ça marche pas, là. Il dit, ben vous pouvez taper vos orteils ensemble, puis peut-être mettez-les dans une botte de ski, ça va vous aider. J'ai fait, une botte de quoi? Il dit, une botte de ski. Je dis, ben c'est parfait. C'est ça qu'il faut que je fasse anyway pour le travail. Fait que j'ai tout fait avec ma botte de ski. On trouve toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Oui.
Oui. Quand on veut, Mais il faut on peut. s'écouter, par exemple. À un moment donné, Mais si on s'écoutait tout le temps, il y a des choses qu'on ferait pas. peut-être qu'on resterait Donc, assis trop longtemps. c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, Exact. de repousser des limites. Puis Ouais. ça sera pour une autre rencontre. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite.